enfant adopté avec mon frère, donc on était à deux Coréens. Se faire une place dans une grande famille comme ça, c'est toujours un peu complexe. Et donc je crois que dès cet âge-là, on apprend déjà à se placer. Se placer dans un genre de silence en fait. On ne se place pas avec bruit et fracas, sinon on se fait ramasser par les autres. Donc il y a déjà ce travail de connaissance de l'autre qui est arrivé assez tôt. Et en 2009, le gouvernement coréen m'a invité à aller en Corée. J'y suis allé et c'était 4 jours qui ont été une révélation pour moi. Donc déjà rien que d'arriver à l'aéroport, de sortir de l'aéroport et d'avoir un parfum familier ou une sensation familière en fait. Et je suis sans doute par mon métier de sommelier très sensible au parfum. Et là, ça m'a vraiment, j'en ai eu un peu la chair de poule. Et c'était très émotionnel en fait. Et d'avoir été véhiculé partout, je me suis rendu compte, mais je sais pourquoi je suis moi. Parce que les gens qui me renvoient mon reflet, ils sont comme moi. Donc les Coréens sont des Coréens et je suis Coréen. Et je me suis rendu compte dans leur caractère, dans leur manière de faire les choses vite, avec un genre d'enthousiasme dissimulé. J'ai dit, mais c'est moi. Et ça, c'est vraiment une révélation de se dire, enfin, quelqu'un qui te renvoie ton reflet, mais en termes de caractère. Et on ouvre 25 couverts et je cuisine pour la première fois ce jour-là. C'est maintenant, quand j'y regarde, ça peut paraître effrayant, mais je reviens avec le sentiment de l'époque, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur, je me posais juste des questions pour l'avenir. Justement, sans un bagage, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Comment est-ce que je vais pouvoir durer? Et si je me suis mis en cuisine, c'était parce que j'avais peur de faire confiance à un cuisinier, parce que l'expérience m'a montré dans les autres établissements qu'un cuisinier, quand il part, ça change complètement la cuisine et la stabilité du restaurant. Mais on y allait avec l'intention de faire des bons produits, simples et du goût, c'est tout. Je me basais sur les vins, ma connaissance, et sur les herbes aromatiques que j'adorais. Et ça, c'était le début de ma cuisine. À cause du vin, parce que dans les vins, quand on les décortique, quand on les analyse, c'est souvent des notes d'épices, de fruits, et tous ces arômes mêlés, ces combinaisons qu'on retrouve dans les vins, on les retrouve rarement dans les plats. On ose rarement faire ces accords et ces combinaisons. Et ça a été ma source d'inspiration. Un de mes premiers plats, c'était le Saint-Pierre aux saveurs des grands vins de blanc de Bourgogne. Et quand on décortique un blanc de Bourgogne, il y a ce côté boisé, la noisette, le pain torréfié, le beurre, la vanille. Donc, mais on n'imaginait pas d'associer ce genre d'arôme dans un plat. Et c'est ça, ça a été le début. Aller plus loin, ça devient... en termes de tableau, j'avais besoin de plus de couleurs. J'ai commencé à faire mes tableaux avec 4 couleurs peut-être. Et c'était pas suffisant. J'arrivais à transmettre quelque chose, mais pas l'entièreté. Et c'est là qu'est arrivée la rencontre avec Hervé Thies, la cuisine moléculaire, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et si on pose la question maintenant, est-ce que vous faites toujours de la cuisine moléculaire? Pas au sens où on l'entend. Si vous regardez cuisine moléculaire sur Internet, vous voyez plein de couleurs. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est plutôt dans le sens qu'Hervé Thies avait instauré au départ, c'est la compréhension. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on fait une cuisine qui nous ressemble et qui est faite de compréhension. Si vous utilisez une méthode moderne et que le résultat est moins bien que la méthode classique, revenez au classique. Donc déjà à l'époque, j'avais défini ce qui est maintenant ma triptyque, technique, produit, émotion. Et depuis 2012, on se rend énormément compte que on s'est construit effectivement petit à petit. Et si je dis que l'ère du temps maintenant, c'est la somme de toutes les personnes qui sont passées avant, c'est vrai. On a eu cette vague
technique avec les Espagnols, hein, avec ce côté moléculaire, etc., où on ne parlait pas tellement de produits, on parlait plutôt de la technique. On a eu un genre de petite révolution scandinave avec les produits avant la technique. Et on nous parle après ça quel va être le prochain pays ou quelle va être la prochaine révolution mondiale. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'un pays, mais plutôt d'un état de fait qui est n'oublions pas que la technique et le produit ne peuvent exister s'il n'y a pas un côté émotionnel. Et l'émotionnel, c'est l'humain qui le génère. C'est ce que tu reçois comme émotion de nos clients ou des producteurs, et c'est ce que tu donnes. Et cet échange-là émotionnel, cet échange humain, pour moi, c'est le prochain trend. On a fait sortir le cuisinier, et maintenant, il est un petit peu trop présent. Avec on a effacé le monde de la salle. Et donc, le service, on l'oublie. On ne sait même plus qui ils sont. Et donc, le cuisinier va en salle, présente les plats, et qu'est-ce qu'il fait le serveur? Qu'est-ce qu'il fait le maître d'hôtel ou le directeur de salle? Et donc, c'est là qu'il faut rétablir les équilibres. Mais les gens viennent aussi chez toi parce que c'est une personnalité. Ils ne viennent pas chez toi en disant je vais manger une viande avec cette sauce-là. Non, ils viennent pour rencontrer une cuisine et un gars. La nature est un philosophe et la nature est un professeur. Mais ça veut dire philosophe, ça veut dire que la nature ne te parle pas. Elle n'a pas la parole. Mais si tu es suffisamment observateur, elle te parle au quotidien. On a un devoir par rapport à l'impact que nous avons. On fait 1000-1200 couverts par mois. Ça veut dire qu'on est des gros consommateurs de produits et de ressources humaines, de ressources mondiales, en fait, de ressources nourriture. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir le plus faible impact possible? On a notre propre jardin, mais c'est bien d'avoir un jardin. Mais si, comme 30 ans en arrière, on prend le meilleur du poireau et que le reste on le jette, je trouve qu'on n'est pas mieux qu'avant. Et alors l'eau est quelque chose de primordial. Et quand on est en cuisine, on en gaspille énormément. Donc j'ai des plats qui sont issus de cette réflexion, des plats qu'on fait sans eau, mais on cuit une queue de homard ou des pommes de terre avec l'eau qui est contenue dans les légumes. Donc on récolte les grandes feuilles. J'ai une recette qui dit dans les ingrédients, il y a les feuilles moches. Parce que c'est pas normal dans la gastronomie à un certain niveau d'utiliser ce qui est moche. Mais moi je l'utilise parce qu'on a tous une fonction. Tout être vivant ici a une fonction. Finalement, quand on regarde un jardin, il est productif de début mai à fin novembre avec les racines, etc. Pendant l'hiver, on sait encore récolter quelques racines, mais c'est très faible. Donc ça veut dire que pendant le tiers de l'année, de 30 à 40% de l'année, on n'a pas de légumes. Donc là, ce légume, il est là, on en a trop et on le laisse pourrir sur plan. Ça ne va pas. Donc, comment est-ce que des pays pauvres ont pu gérer ça? Parce qu'eux ne vont pas jeter. Et je reprends l'exemple de la Corée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils fermentent pour avoir le plus longtemps possible le résultat de leur jardin. Donc, je suis coréen, je regarde les en coréen. Et en 2009, plus ou moins à la période de mon premier voyage en Corée, je remets au goût du jour la fermentation. Et j'aime me dire que c'est depuis cette période-là qu'on reparle de la fermentation. Et maintenant, tout le monde parle de la fermentation comme étant un trend mondial. On en fait partout. Début décembre, on a plus ou moins une tonne de légumes, une tonne 2 de légumes qui sont dans la cave, prêts à être consommés jusqu'à la naissance du prochain jardin. Je suis dans la transmission. Dans la transmission, mais encore énormément dans l'absorption. Donc ça veut dire qu'eux ont beaucoup à m'apprendre parce qu'ils sont plus dans la modernité. Ils savent des choses que je ne sais pas. Et je sais des choses qu'eux ne savent pas encore, mais qui vont acquérir. Et justement, cet échange est super intéressant, parce que j'ai besoin de rester moderne. Et c'est eux qui m'apportent. Si je suis encore toujours là et que j'ai toujours cette envie et cette joie de venir bosser le matin, c'est parce que j'ai réussi à gérer des paramètres de non-stress pour des futilités. Et je suis en train de mettre en place un système de management qui s'appelle le pair management.
Je fais de la permaculture de management en fait. Quand tu regardes la nature, la permaculture, c'est mélanger des individus ensemble parce qu'ils ont chacun à apporter à l'autre. Chacun un médecin et l'autre est peut-être un peu plus à apporter de l'ombre ou des choses comme ça, ou de nutriments ou protéger contre les parasites. Et donc, dans notre équipe, c'est ça. C'est que les gens, tu ne sais pas les changer. Tu ne peux pas changer l'individu et tu peux lui mettre des claques, il ne changera quand même pas. Tu ne peux pas forcer une plante de menthe à rester à l'ombre s'il ne pousse pas. Tu as un jardinier, ta plante, tu vas la mettre ailleurs et tu vas te rendre compte que là, elle est mieux. En interaction avec une autre, elle est beaucoup mieux. Donc une plante ne parle pas, mais toi, tu l'observes. L'avantage avec tes gars, c'est qu'ils te parlent. Mais il y a la différence entre la parole et le body language. Et ça, tu dois être capable de déceler si les gens sont bien ou pas bien. C'est de l'observation et c'est de l'empathie. Et donc cette observation est importante et c'est comme ça que tu peux créer un groupe homogène en étant tous hétérogènes. On ne demande pas d'être une équipe, on demande d'être un groupe, mais on a tous une même motivation. On travaille pour le même restaurant, on travaille dans un même esprit. Mais c'est le seul point commun que je veux. Mais je veux la différence pour qu'on ait quelque chose d'unique. Et je suis en train de pousser ça au plus loin. Par exemple, une plante qui manque d'eau, tu la vois. Et tu dois savoir si elle manque d'eau ou d'autre chose. Et un gars qui n'est pas bien ici, même s'il dit super et que tu vois que ce n'est pas vrai, tu dois comprendre ce dont il a besoin. Ici, s'il y a un membre de l'équipe qui n'a pas l'information, il est aveugle et il se sent en décalage par rapport aux autres. Donc ça veut dire que la communication, nous on l'a en permanence, on utilise la modernité, on a des groupes WhatsApp pour la cuisine, pour la salle. Et j'ai réexpliqué toute l'histoire de l'ère du temps, des 20 ans, pour le concierge, pour les femmes de ménage, parce qu'ils ne savent pas nécessairement quelle fierté ils doivent avoir de travailler ici. Quelle fierté ils peuvent avoir aussi de dire voilà, j'ai un uniforme air du temps, il y a cette appartenance qu'ils doivent comprendre aussi. Et voilà, et c'est comme ça qu'on entretient la communication et l'eau de notre équipe, quoi. Et donc je les arrose régulièrement.